Donc, sans attendre, commençons le premier sujet, le coup d'État européen. Il faut savoir que cette semaine, au sein de l'Union européenne, il y a eu tentative réussie Oui, abouti. de faire une révision des traités afin de supprimer l'Europe des nations et pour en arriver enfin à une Europe fédérale. Voilà. Ça va être assez intéressant puisqu'on va voir justement plusieurs étapes dans cette présentation, cette émission. Juste en aparté, c'est bon d'avoir raison sur une vidéo avant quand même. La vision de Gaulle aussi, qui a toujours défendu justement l'Europe des nations. Il y avait une vision assez spécifique et aujourd'hui, elle a été mise de côté totalement. Donc on va faire parler le général aujourd'hui. Puisse-t-il faire un nouvel appel aussi porté? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Général, au secours! Donc, commençons. UE, ce projet de révision des traités pour finir d'écraser les nations. Le 22 novembre, donc il y a à peu près 2 semaines, le Parlement européen a adopté une résolution tendant à la révision des traités. Cela s'est fait dans une relative indifférence. Le monde avait les yeux tournés vers Gaza, la France vers Crépol. Le fameux chiffon rouge en politique. On attend vraiment qu'il y ait l'état de choc pour pouvoir faire passer les choses les plus horribles. Oui. La diversion. La diversion. L'intitulé lui-même, rébarbatif, semblait indiquer une énième ajustement bureaucratique. Or, il n'en est rien. Il s'agit de remodeler l'Union, au prétexte de la guerre en Ukraine et des défis auxquels sont confrontés les États membres, alors que l'Union européenne est appelée à s'élargir toujours plus. Élargissons donc aussi ses compétences dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de l'éducation, du commerce, de la défense, de la lutte contre la discrimination. Est-ce qu'il y a un domaine où il ne s'est pas élargi, en fait? Parce que ça touche à tout. Non, mais en fait, disons que actuellement, ce qu'ils font est illégal. Actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet élargissement, ça ne va rien changer. Ça va juste l'acter. C'est-à-dire que ce qu'ils annoncent dans justement cette révision de traité, ils le font déjà, mais justement, c'est actuellement illégal. Ah, dans le sens, c'est illégal, jusqu'à présent, ce qui était fait était illégal, d'ingérence, par exemple, dans les lois des pays, etc. Et là, en fait, ils veulent faire légaliser leur comportement. C'est ça. Comme ça, c'est pour ça, plus de démocratie. Parce que tu comprends la petite subtilité. Alors, or, il n'en est rien. Il s'agit de remodeler l'Union au prétexte de la guerre en Ukraine et des défis auxquels sont confrontés les États membres, alors que l'Union européenne est appelée à s'élargir toujours plus. Élargissons donc aussi ses compétences dans les domaines de l'environnement. Ouais, ça je l'avais déjà vu. Cette résolution explique le député européen RN Jean-Paul Garot à Boulevard Voltaire venait d'eurodéputés des groupes Renaissance, de la gauche, des Verts, du centre-droit PPE et des socialistes. Elle était soutenue par la Commission européenne et sa présidente, Ursula von der Leyen. Tu m'étonnes. Et bien sûr, en rouge, Emmanuel Macron. Leur but, réduire les États à des entités condamnées à obéir sans réagir. Analyse M. Garot en réaffirmant la primauté du droit de l'UE sur celui de l'État. Donc, ce qui est intéressant dans ce petit passage, c'est que tu m'étonnes qu'Ursula von der Leyen, elle est pour, parce qu'en fait, ça va vraiment acter qu'elle devient vraiment officiellement présidente, puisque ça lui donne enfin un statut. De toute l'Union. Et il faut savoir qu'actuellement, le droit européen devait s'appliquer en dehors des traités, hein, parce que c'est comme ça. En dehors des traités, le droit européen venait appuyer un déficit de loi s'il y avait une absence de loi. S'il y avait une zone grise, la loi européenne primait. Mais uniquement dans la zone grise, dans la zone qui n'était pas couverte par les lois nationales. C'est ça. Là, en l'occurrence, le gros changement, c'est
Le droit européen primera sur la nation. Quel que soit son mode législatif. Exactement. Donc, bientôt un président de l'Union européenne, point d'interrogation. Signe que l'Union européenne avance ses pions, la résolution évoque l'idée d'un président de l'Union européenne. La Commission européenne deviendrait alors l'exécutif européen. Autrement dit, les technocrates bruxellois bien aidés par ces eurodéputés hors sol et sans attache continue, J.P. Garot, souhaitent mettre fin à nos nations afin de créer un grand ensemble européen où seul le marché l'emporte. Ils comptent sur le profit économique pour unir les Européens, faisant fi de nombreuses différences qui les séparent pourtant, culturelles, linguistiques, etc. Cela va bien au-delà du fédéralisme, c'est de l'impérialisme. Oui, dans l'impérialisme, il y a cette notion d'extension continue. Pour asseoir cet impérialisme, il est nécessaire de désamorcer par avance les blocages que peuvent faire certains pays. Empêcheur de tourner en rond, la résolution demande d'abolir la nécessité de l'unanimité pour un certain nombre de décisions. Le Parlement européen réclame le renforcement de la capacité d'action de l'Union en augmentant considérablement le nombre de domaines dans lesquels les actions sont décidées par un vote à la majorité qualifiée. En rouge, là, parce que majorité qualifiée, ça change énormément de choses. On va comprendre après avec De Gaulle ce qu'est la majorité qualifiée. Oui. C'était, figurez-vous, un vœu qu'exprimait Emmanuel Macron en mai 2022. Qui sait si, ayant tout raté en France, il ne se voit pas en premier président de l'Union européenne avec des États aux ordres. Tu sais, c'est ça qui me fait rigoler, c'est que j'ai supposé l'idée la semaine dernière. Il se voit en mini-Tusk. Marine Le Pen, dès le lendemain du vote, a résumé la situation sur France Info. Le rapport à l'origine de la résolution dépouille en réalité les nations de l'intégralité quasiment de leur souveraineté. Soupçonneuse, France Info s'est penchée sur la question et a bien été obligée de l'admettre. Il faut faire la part de l'interprétation dans l'analyse de Marine Le Pen. Il y a aussi du vrai. Ce n'est pas de l'ordre du fantasme. C'est Boulevard Voltaire qui dit ça. Un grand plan de déconstruction de l'Europe. Cette captation de souveraineté se fait évidemment, les Tartuffes, en réaffirmant les valeurs démocratiques que devrait promouvoir aussi bien l'éducation que la politique commerciale commune. Et le genre donc, on ne parlera plus d'instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes, mais l'égalité de genre. Cela renvoie, dit le Conseil de l'Europe, à des nations plus larges d'égalité en relation à l'identité de genre, les attentes de normes sociales associées à ce qui est masculin et féminin et à l'orientation sexuelle. Pour Jean-Paul Garot se révèle par ses injonctions une vraie volonté de ces gens de tout déconstruire, de faire disparaître nos repères, dont le genre fait partie, afin de nous noyer tous dans cette grande masse qu'est l'économie de marché. Ce primat de marché réagit aussi, l'immigration fut contre les peuples. Selon la résolution, l'UE vise à assurer par sa politique migratoire la capacité à répondre aux besoins de main-d'œuvre du marché unique pour soutenir la situation économique des États membres quand on vous dit que c'est pour votre bien. Tu vois ? Contre cette volonté d'asservir les États par la technocratie et ces valeurs qui ne sont pas celles de l'Europe, se sont élevés les groupes Identité et Démocratie, auxquels appartiennent les eurodéputés RN, celui des réformistes et conservateurs européens, ECR, les élus du Fidesz hongrois. La résolution l'a emporté à une courte majorité. 291 voix pour, 274 contre et 44 abstentions. Donc voilà le résultat. Ça a été voté du coup le 22 novembre. Il y a eu 291 voix pour, 274 contre et 44 abstentions. Et maintenant, rien n'est joué pour autant. Jean-Paul Garot nous donne rendez-vous aux Européennes 2024. Ce qui est très intéressant. On commence à voir du coup se dessiner sur quoi la campagne européenne de juin 2024 va porter. Qui est pour l'ennemi à battre pour pouvoir asseoir le projet d'Europe fédérale. Si ce texte est grave par le fond et la volonté folle de ses auteurs, il n'en reste pas moins une résolution sans application. Rien n'est donc encore fait, conclut-il, et l'élection en juin prochain d'une majorité patriote au Parlement européen doit absolument bloquer cela. Tu vois, ils sont en train de le dire. Ils sont en train de mettre en place le langage, les codes de langage pour justement amorcer justement
Ça risque d'être justement, je pense, le grand débat. Le grand débat du langage. Non, le grand débat sur est-ce que vous voulez qu'on réforme l'UE? Plus d'Europe ou moins d'Europe? On a très bien vu ce que ça donne quand c'est proposé sous forme de référendum. Là, ils cherchent une autre version. Oui. Disons clairement à l'Union européenne notre avis sur ces questions tant qu'on en a encore le droit. Tu vois, on va jouer le côté alarmiste. Mais ce qui est vrai, hein, de toute façon, si on laisse passer ça, là c'est cuit. Hein. Attends, je vais faire un petit point sur ce que Vagabond dit. Ah, déjà que la souveraineté du peuple français était bancale, maintenant c'est la souveraineté du gouvernement français qui coule. Eh oui, ça a même pas de sens, tu vois. D'où on s'abroge de ses pouvoirs, quoi. Je sais même pas si la Constitution s'est dit qu'on a droit de refuser à ses droits. Si le gouvernement ne veut pas de ses pouvoirs, bah, qu'il les donne à un autre. Bah, il doit démissionner. Voilà, ça s'arrête là. Il ne peut pas dire on te transmet la patate chaude de la France qui coule à quelqu'un de plus grand. Bon. Donc, ils veulent réformer l'armée, ils veulent réformer l'école. Pour ça, on l'avait déjà vu. De toute façon, le traité de Lisbonne avait déjà bien fait le travail, donc on va continuer. C'est la continuité. On a vu ce que ça donne récemment. Et l'identité de genre, encore une énième fois. Genre, l'égalité, ouais. Vagabond. Il y aura encore une consultation pour prendre la température et ensuite fièvre ou hypothermie des résultats de décision sera quand même prise. En fait, ils ont déjà pris les dispositions, ils agissent déjà, ils ingèrent déjà dans certains plans. Le truc là, c'est que ils veulent faire croire que maintenant, ce sera légal. Parce qu'à partir du moment-là, quand ce sera légal, tout ce qu'ils voudront, ils pourront l'imposer, de gré ou de force. C'est de force là qu'il s'agit. On rend légal une situation pour pouvoir employer la force. Donc, il faut savoir que justement, pour les élections présidentielles, si vous votez gauche, centriste ou même droite, hein, classique, enfin, tu vois, les républicains, ils vont la voter. Ceux qui refuseront de voter, ça sera RN ou les petits partis comme les, patriotes du style Dupont-Aignan, Asselineau ou Philippot s'ils arrivent à être présents. Ils proposaient pas ce traité-là s'ils savaient pas qu'ils ont une chance de gagner. C'est pour ça. Ils n'ont pas proposé il y a quelques années, mais là, ils savent que la plupart des partis sont d'accord avec ça. Donc du coup, Nicolas Dupont-Aignan a fait un discours parce que justement, il monte au front. Ça s'est passé cette semaine et on va voir ce qu'il a à nous dire sur la question. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, à la grande époque de l'Union soviétique, à chaque fois que le communisme se fracassait sur la réalité de son échec, les dignitaires du parti appelaient à davantage de communisme et s'enfonçaient un peu plus. Cette résolution participe exactement de la même démarche suicidaire. L'Union européenne bureaucratique de Bruxelles maltraite les peuples, ne marche pas, et il faudrait, selon vous, lui donner plus de pouvoir à cette oligarchie qui mène le continent dans le mur. Tout d'abord, le mur de l'élargissement sans fin à 35 pays, qui est une pure folie. Le mur ensuite d'une construction supranationale hors sol, qui se construit objectivement de plus en plus contre les peuples. Page 4 de votre résolution, au point 2, vous osez recommander, s'agissant du processus décisionnel de l'Union, je vous cite une phrase extraordinaire, mes chers collègues, « La mise en place pérenne des mécanismes de démocratie participative avec la poursuite et l'approfondissement du système des panels citoyens. » Si ce n'était pas tragique, ce serait comique pour une union qui, à chaque fois que les peuples ont voté par référendum, a bafoué leurs décisions. Souvenons-nous du référendum de 2005 en France et du traité de Lisbonne en 2008. La réalité, c'est que l'Union européenne, telle que vous l'avez construite, n'a plus rien à voir avec la belle idée de départ de réconciliation et de paix. Aujourd'hui, votre construction déjà supranationale est un fiasco complet et les citoyens le vivent au quotidien. Suppression des frontières avec chaos migratoire, multiplication des accords de libre-échange déloyaux qui aboutissent à un désastre industriel et écologique, politique énergétique complètement suicidaire pour la France, qui a torpillé notre atout nucléaire et a ruiné nos PME,
coût exorbitant pour notre pays de plus de 10 milliards nets par an. Nous sommes un des contributeurs nets les plus importants et nous subventionnons nos concurrents pour la délocalisation de nos usines. Et vous voulez aller encore plus loin. Instauration d'un exécutif européen avec un président non élu par nos concitoyens au pouvoir démesuré. Suppression du droit de veto, notamment en matière de politique étrangère et dans quantité de domaines par le passage à la majorité qualifiée, c'est-à-dire la fin de l'assurance démocratique de nos nations. Pire encore, création d'une armée européenne pouvant nous entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Création d'un état d'urgence européen qui augmenterait davantage les pouvoirs liberticides de Bruxelles en cas de crise. Cession quasi totale des compétences des États au profit de l'Union européenne, éducation, santé publique, énergie, industrie, défense, sécurité extérieure. Et mainmise absolue de l'Union dans le domaine environnemental. Alors oui, mes chers collègues, cette révision, si elle était par malheur adoptée, transformerait l'Union européenne en un État fédéral autoritaire, car il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de langue européenne, il n'y a pas de démocratie européenne. En définitive, cela signerait la fin de nos souverainetés nationales que vous auriez complètement vidées de leur substance. Et donc de nos démocraties. Il y a toujours eu deux façons de construire l'Europe. La fuite en avant supranationale, qui aboutit à l'échec d'aujourd'hui, à la révolte des peuples, à leur colère, et puis la façon que réclamait le général de Gaulle, qui était celle d'une coopération intergouvernementale à la carte, autour de projets concrets, respectant la respiration des nations, la souveraineté des nations. C'est la seule possible. C'est la seule qui peut fonctionner. On en a la preuve aujourd'hui devant nous. Alors, en définitive, si vous faites passer cette révision, vous ferez disparaître la France. Moi, je veux la faire renaître. Vous voulez la reléguer au rang d'une simple région. Moi, je veux lui redonner son indépendance, la maîtrise de ses frontières, la maîtrise de son budget, la maîtrise de ses lois, la maîtrise de sa politique étrangère. Et cela n'interdirait en rien, cher collègue Molac, en rien la coopération autour de beaux projets. Car le grand paradoxe, c'est que votre Union européenne n'a pas abouti sur la capacité technologique de l'Europe, n'a pas abouti sur la pauvreté en Afrique. Tous les grands projets ont échoué. Seuls ceux qui étaient acteurs gouvernementaux ont réussi. Alors l'histoire nous a prouvé à maintes reprises que les consciences finissent heureusement toujours par s'éveiller, que les constructions antidémocratiques finissent toujours par s'effondrer. Voilà pourquoi, mes chers collègues, il faut s'opposer de toutes nos forces à ce texte et surtout réclamer un référendum. Oserez-vous un référendum sur une réforme alors que vous savez que les peuples y sont profondément hostiles? Merci, monsieur. Donc là, en détail, on voit un peu plus que ce que cette modification de traité pourrait bien apporter dans le réel. C'est ça qui est bizarre. Faire un discours aussi capital devant un hémicycle quasiment vide pour des personnes qui sont exaspérées et qui tournent les yeux. Et finalement, 23 000 vues, quoi. Parce que c'est un petit candidat, Dupont-Aignan. Ouais. Et puis bon, il a été diabolisé parce qu'il avait fait l'alliance en 2017 avec Le Pen. Il avait donné ses voix à Le Pen, justement. Ouais. Ensuite, deuxième candidat qui en parle, c'est Philippot. Où lui demande carrément il a lancé sur son mouvement Les Patriotes une pétition nationale contre le nouveau traité européen qui institue un coup d'État. Donc là, on voit un peu plus en détail ce que ça va donner. Donc l'élargissement de l'Union européenne à 35 ou 37 pays. Tu vois, ils savent pas encore. C'est 35 ou 37 pays. Oui, mais ça s'arrêtera pas là parce que ça déborde toujours plus la notion d'impérialisme, c'est pour ça. Et de ce que j'ai vu, en fait, ils n'en parlaient pas. Mais de ce que j'ai vu, c'est dans ces 35 ou 37, ils veulent inclure la Géorgie. Donc voilà. La transformation de la Commission européenne en gouvernement de l'Union européenne. La transformation du poste de président de la Commission européenne en président de l'Union européenne. La suppression du droit de veto national dans 65 domaines, notamment la fiscalité, la politique. Donc en fait, il va y avoir une fiscalité commune, une politique étrangère commune.
Sauf qu'en fait, il y a des pays où tu peux pas faire ce genre de choses, en fait. Il y a déjà une disparité des salaires, déjà dans l'Union européenne. Mhm. Enfin, tu vois, ça va être dramatique, en fait. Enfin, ils sont complètement... Ça m'étonne toujours qu'ils laissent passer ça, en fait. De nouvelles compétences pour l'Union européenne dans quasiment tous les domaines de la vie publique, notamment la gestion des épidémies et la santé, la création d'un embryon d'armée européenne sous commandement de l'Union européenne. Et comme un embryon est forcé à grandir. Donc voilà. On mettra du coup la pétition dans le les liens lien sous la si vidéo. vous voulez soutenir cette initiative. Et dès maintenant, vous pouvez aller, c'est lespatriotes.fr et vous trouverez ça sur Pétition nationale. Vous le trouverez en haut dans le menu. Ensuite, on voit qu'il y a une... Ça vaut ce que ça vaut, mais ça me semble cohérent. C'est un... Sur Twitter, quelqu'un a fait une projection justement des prochaines élections présidentielles et comment ça va basculer. On voit sur la tendance que des élections présidentielles, c'est européennes. Voilà. Le futur Parlement européen, Mhm. avec une montée en puissance du groupe ID, 113 sièges versus 60 aujourd'hui, et avec l'ajout des députés européens du Fidesz. Donc Fidesz, c'est les Hongrois. Mhm. Donc il va y avoir une augmentation de députés hongrois de droite, hein, du coup, enfin de droite, extrême droite, enfin ce qu'on considère, ce que nos puissants Pour les Français, considèrent. c'est considéré comme de l'extrême droite par rapport à l'équilibre français. Et pareil pour ID, c'est pareil, c'est les groupes identitaires, donc pareil, ça monte. Et monter aussi à l'ECR de Fratelli d'Italia. Mais l'ECR est aussi ajouté avec Le Pen. Mhm. Elle a rejoint, on l'a vu précédemment, c'était dit, Vox et PiS, donc, qui vont passer de 90 et qui sont aujourd'hui à 65. Donc, en fait, l'Union européenne va tourner extrême droite. Mhm. Elle fait exprès. Et quand tu regardes les pays, tu vois que c'est un peu les tendances. Mhm. Par rapport aux différents problèmes qu'il y a actuellement. Par contre, ce qui est étonnant, c'est l'Irlande. L'Irlande, je pense que ça peut encore bouger avec les événements qu'il y a actuellement, puisque... Oui. Passons la vidéo de la semaine dernière. Avec, c'est intitulé L'embrasement de l'Europe. Mhm. Sur YouTube. N'hésitez pas à consulter aussi. Et je pense que de toute façon, plus ils traiteront la population de fachos, de factieux et d'extrême droite, plus ils ouvrent un boulevard à l'extrême droite, effectivement, pour qu'ils passent et... Mhm. En fait, au lieu, en diabolisant comme ils le font, au lieu de dire aux gens, enfin, qui sont pas dans le bon discours, qui pensent bien ou mal, ils vont juste les pousser dans le bras de l'extrême droite, quoi. La stratégie de la diabolisation, ça marchait encore il y a 20 ans. Il y a encore, non, mais même encore, ouais. Tu vois, j'ai envie même de te dire, même il y a encore 2 ans, parce que Macron, il a gagné avec la diabolisation. Mais d'un chouïa. D'un chouïa. C'est pas suffisant. C'est pas comme à une époque où c'était les personnes qu'on ne pouvait pas inviter. On revient, oui, si tu veux, on peut revenir sur Le Pen, Chirac. C'est vrai que le barrage était colossal. Alors que là, pour la dernière élection, bien des candidats ont appelé à voter Le Pen. Des personnes qui Et de avaient toute façon, on verra par la suite, Le Pen, de toute façon, actuellement, si on fait voter les Français, Le Pen, elle devient présidente. Ensuite, on va arriver sur De Gaulle. Donc, on disait, en fait, l'Europe, ça a toujours été le gros combat entre les fédéralistes et ceux qui désiraient l'Europe des nations. De Gaulle est un des grands défenseurs de l'Europe des nations. Et on va voir un peu ce que ça fait en différence par rapport à ce, justement, projet fédéraliste. On va mieux comprendre et on va décrypter ce qu'est l'Europe des nations et ce qu'est l'Europe fédéraliste. Enfin, la vision. Donc, je te laisse. Europe des nations. Dès 1943, influencé par Jean Monnet, le général de Gaulle se rallie à la nécessité de construire une Europe pour assurer la paix du futur continent. La paix du continent. Le passage au pouvoir des années 44-45 est déjà marqué par des initiatives en ce sens, notamment en direction du Benelux. Cependant, la conception que le général de Gaulle se fait de la construction de l'Europe est confédérale.
celle d'une Europe des nations, qui conserverait leur souveraineté. La progressive mise en place du modèle fonctionnaliste de Jean Monnet, mettre en place une Europe supranationale par l'intégration économique, stratégie déployée à partir de la déclaration Schuman de 1951 et de la mise en place de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc la CECA, ce qu'on appelait à l'époque la CECA. L'embryon de l'Union européenne qu'on a aujourd'hui. Rencontre son hostilité. Opposé à la CDE, le général n'est pas non plus favorable au traité de Rome, instituant notamment la CEE que les leaders gaullistes au Parlement combattent. Dans un entretien avec Léo Armand, datant de 1957, le général livre le fond de sa pensée. L'ouverture du marché du travail français lui semble inenvisageable, car elle conduirait à déséquilibrer le marché du travail en France, tout en remettant en cause la souveraineté économique du pays. Il avait raison. Un Européen de raison. En 1958, beaucoup de dirigeants européens s'attendent donc à voir le général remettre en cause un traité auquel il n'a pas caché son opposition. Il n'en est pourtant rien. Au contraire, le plan d'assainissement Pinay-Rueff de 1959 est souvent interprété comme une volonté du général de redresser l'économie française pour la rendre capable de profiter des opportunités offertes par le marché commun. Cependant, le général de Gaulle impose plusieurs orientations dans le processus de construction européenne. Tout d'abord, il plaide pour une Europe réduite. 6 pays, France, Allemagne, Italie, Benelux, et indépendante des blocs. À l'époque, le bloc guerre froide vous situez. À 2 reprises, il met son veto à la candidature anglaise au marché commun, de 63 et 67, en partie parce qu'il y voit le cheval de Troie des États-Unis. D'autre part, c'est là son principal combat, il plaide auprès de ses partenaires pour une Europe des nations au sein de laquelle la part de supranationalité serait limitée. C'est le sens du traité de l'Élysée, de 63, qui crée le couple franco-allemand. Ah, ça on dit bien. Mais également des 2 plans Fouché, de 61 et 62. Dans ce domaine, le général s'oppose aux conceptions fédéralistes de Jean Monnet, également défendues par certains pays, comme les Pays-Bas. Tu vois qu'il y a une dénaturation quand même du couple franco-allemand, parce qu'on nous le vend comme aujourd'hui l'amour ou enfin ce genre de choses, alors qu'à la base le but était de s'opposer unanimement pour faire bloc face aux États-Unis. Oui. C'était ça le projet de base du groupe. Aujourd'hui, ils se couchent à 2, main dans la main, en se faisant passer pour des amoureux. C'est ça le couple franco-allemand. On va essayer d'utiliser le duo, parce que couple, les gens y ont cru, en fait. Sur la question de la supranationalité, De Gaulle n'hésite pas à entrer en conflit avec ses partenaires, refusant un vote à la majorité qualifiée sur des questions qu'il estime relever de la souveraineté nationale. Il n'hésite pas à pratiquer la politique de la chaise vide, de 65 à 66. On va voir plus tard ce qu'est la politique de la chaise vide. Lors des réunions européennes pour parvenir au compromis du Luxembourg qui laisse le droit de veto à tout pays estimant que ses intérêts vitaux sont menacés par une directive communautaire. Ça, c'est important. Vous comprenez, le droit de veto, parce que à 6 pays, c'est encore facile d'obtenir une unanimité, mais si un pays se fait biaiser par certaines décisions, il a le droit de s'opposer et dire « j'ai pas signé pour ça ». Vous ne pouvez pas me l'imposer, en fait. Et puis c'est tu verras aussi, la politique de la chaise vide est venue à partir du moment où ils ont voulu mettre en place les votes par vote qualifié. Tu regarderas, quand on a commencé à regarder, ils reviennent sur cela. Ils reviennent sur ça, et on va voir, c'est tout l'enjeu, justement, c'est là que c'est le gros combat que De Gaulle a fait, qu'il a gagné. Et on va voir, j'expliquerai un petit peu plus en détail après les éléments, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. D'accord. En somme, le général inscrit la France dans une première phase de construction européenne, marquée par le choix d'une petite Europe, 6 pays, et par la prédominance d'un modèle confédéral. Donc, vous comprenez, dans ce modèle confédéral, la souveraineté des nations est garantie, la supranationalité, elle est limitée. Donc, on limite, en fait, cet accord commun, et on les impose pas par majorité, donc il ne suffit pas d'être 5 à voter contre 1 pour gagner, donc il faut que tout le monde soit d'accord, sinon ça ne marche pas. Une unanimité. On est bien loin de tout cela. Donc on va écouter justement ce que De Gaulle pensait le 15 mai 62 sur l'Europe. Donc écoutons le général. Le général, c'est à vous. Mais il est parfaitement vrai que les propositions de la France ont soulevé 2 objections.
d'ailleurs parfaitement contradictoires, quoiqu'elles soient présentées par les mêmes opposants. Et voici ces deux objections. Ces opposants nous disent: vous voulez faire l'Europe des patries, nous voulons, nous, faire l'Europe supranationale. Comme s'il suffisait d'une formule pour confondre ensemble ces entités puissamment établies qui s'appellent les peuples et les États. Et puis les mêmes opposants nous disent en même temps: l'Angleterre a posé sa candidature pour entrer au marché commun. Tant qu'elle n'y est pas, nous ne pouvons rien faire de politique. Et pourtant, tout le monde sait que l'Angleterre, en tant que grand État et que nation fidèle à elle-même, ne consentirait jamais à se dissoudre dans quelque utopique construction. Je voudrais incidemment, puisqu'en voici l'occasion, je m'excuse, messieurs les journalistes, vous allez être peut-être assez étonnés, mais je n'ai jamais, quant à moi, dans aucune de mes déclarations, parlé de l'Europe des patries, bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait. Ce n'est pas bien sûr que je renie, moi, la mienne. Bien au contraire, je lui suis attaché plus que jamais. Et d'ailleurs, je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégrés. Alors, il est vrai que la patrie est un élément humain sentimental et que c'est sur des éléments d'action, d'autorité, de responsabilité qu'on peut construire l'Europe. Quels éléments? Eh bien, les États, car il n'y a que les États qui, à cet égard, soient valables, soient légitimes et en outre soient capables de réaliser. J'ai déjà dit, je répète qu'à l'heure qu'il est, il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États, en dehors naturellement des mythes, des fictions, des parades. Et toute la salle acquiescée. On voit que l'Europe a fait du bon travail. Les technocrates ont fait du bon boulot. 62. 61 ans que ça a été prononcé. Et les gens ont tendance à oublier, tu vois. La mémoire, c'est le premier système de défense de l'intelligence. Mais c'est clair, c'est bien dit. Je comprends aussi pourquoi il s'agit de renier De Gaulle sur bien des aspects de l'histoire dans l'éducation nationale maintenant. Donc, ensuite, juste pour savoir, sur le chat, est-ce que le général de Gaulle, à part son rôle de la Seconde Guerre mondiale, on en a parlé en cours d'histoire ou pas? Prince dit, je ne crois pas.
Les vagabonds qui dit création de la Cinquième République, mais à part ça, plus rien. C'est dommage parce que quand on a une personnalité aussi forte, qui a une vision aussi claire, et qui s'exprime de façon tout à fait compréhensible pour le commun des mortels, c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. J'ai dû faire une erreur sur le prochain. Bon, je vais résumer ce qui s'est passé, comme ça on va gagner un petit peu de temps sur la politique de la chaise vide de De Gaulle. En fait, ce qu'il faut savoir avec De Gaulle, c'est que il y a eu une négociation qui a dû être faite justement pour les budgets de la PAC, cette politique agricole commune. Et justement, c'est là que les fédéralistes ont essayé de tenter de justement fédéraliser un peu plus l'Europe en imposant le vote qualifié et par ce biais-là, ça sous-entend que, par exemple, la France avait 4 voix, l'Allemagne avait 4 voix, les Pays-Bas en avaient 2, la Belgique en avait 2. En fonction de la proportion du pays et de l'habitation, il avait plus ou moins le droit de décider. Exactement. Et De Gaulle, c'est, comme il l'a dit, tous les peuples est en droit d'avoir la même voix. Oui. Et justement d'avoir sa souveraineté. Et lors de ces négociations, De Gaulle a été furibond et a décidé de partir. De là a suivi 6 mois de Conseil européen, 6 ou 9 mois, sans De Gaulle. Ce qu'on a appelé la politique de la chaise vide. Parce que sans sa présence, il ne pouvait pas passer, donc c'était il paralysait par son absence pas le débat, mais la conclusion. Exactement. Finalement, il y a eu les fameux accords de Luxembourg qu'on avait vus précédemment, qui en parlaient, qui ont permis justement à De Gaulle de gagner, de faire déjà une première victoire contre les fédéralistes, justement, où le vote qualifié, justement, a été supprimé. Oui, parce que c'est ça qui est important, c'est que quand il n'y a pas de vote, quand c'est un vote, même pas un vote qualifié, même les petits États ont leur chance. Ils peuvent s'exprimer. Et si on fait par vote qualifié, selon la façon dont on qualifie justement ce vote, si c'est par rapport à la démographie du pays ou par rapport à son apport économique, etc., ça brise déjà la conception. En France, par exemple, chaque personne a le même droit de vote. Chacun a une voix. Il n'y a pas que certaines personnes ont 4 voix et d'autres personnes peuvent voter juste à hauteur d'un demi. Vagabond qui dit création de la 5e République, mais sinon rien. C'est ça, De Gaulle, il est survolé, alors qu'aujourd'hui, la plupart des choses qui sont présentes aujourd'hui, c'est par la conséquence de certaines de ses actions. Bah, la 5e République avec tellement de pouvoir au main du président, c'est lui, ça. Et ce qu'il avait inventé pour redresser le pays, aujourd'hui, permet aussi en partie de le couler. Et donc, pour revenir justement à la chaise vide, donc justement, comme on revoit le projet justement de la négociation du traité européen, on remet sur la table le fameux vote qualifié. Donc, désolé du terme un peu trivial, il chie sur la gueule à De Gaulle. Quelle outrecuidance. Vous décrivez pas ça dans les commentaires, vous allez vous faire ban, mais oui, c'est ça. Et là, on a Pierre-Yves Rougeron, qui est un politologue qui a été eurodéputé, qui est souverainiste, et qui va donner justement pourquoi la politique de la chaise vide serait infaisable aujourd'hui. Il va donner son avis sur la question. Également, est-ce que vous pourriez faire un point sur la politique gaulienne de la chaise vide? Au moment où la première fois où les eurocrates ont voulu créer un impôt européen et faire donc des transferts de souveraineté, le général a décrété « nous ne participerons plus ». Et ils ont fini par plier ce qu'on appelait le compromis de Luxembourg. Aujourd'hui, c'est infaisable. Parce que c'est une union, il faut bien comprendre, on est encore dans l'union à 6, d'accord? Aujourd'hui, c'est c'est irréformable, 2, c'était De Gaulle, parce que qui va faire? Qui va le faire? François Fillon va faire? Comment? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire va le faire? Ça me ferait marrer, tiens.
Ça me ferait marrer. Non mais, ça me ferait marrer. Enfin, aucune chaise ne sera aussi vide que Bruno Le Maire, tu me diras. Mais zéro. Il peut faire la politique du vide, mais pas de la chaise vide. Voilà, c'est ça. Donc, non, malheureusement, la geste du général, et puis surtout, c'est là où le général se rend compte qu'il est en face de l'axe germano-américain, et que maintenant, voilà, lui, il a tenté par le traité de l'Élysée de réorienter l'Europe, ça a été un échec, il en a pris les conséquences, il a parlé au monde. Alors vous me direz, pourquoi il n'a pas détruit les institutions européennes? Parce qu'il ne pouvait pas. À cause des Français. Parce que les Français, on les a tellement bassinés depuis les années 20 sur la guerre de 14, sur l'Europe c'est la paix, etc. Plus la propagande de Vichy, propagande totalement européiste, plus la propagande de la collaboration, plus la propagande de la guerre froide, faire l'Europe contre les rouges, etc., etc. Maintenant, les Français voient ce que c'est l'Europe. Parce que l'Europe, De Gaulle, c'est l'accident de l'Union européenne. C'est l'accident de l'histoire de l'Europe. L'Europe, elle devait arriver là. Là où elle est, là. Et ben maintenant, vous avez le monstre en face de vous. Moralité, un asile d'aliénés, ça se réforme pas, ça se ferme. C'est un peu direct, mais ça résume bien l'engrenage dans lequel l'Europe est partie, en fait. Et là, ça prend un degré, ça reprend encore une ampleur. Il y a déjà un élan qu'on ne peut plus arrêter. Quoique le Brexit, en fait, était un énorme signal d'alarme, mais pas comme on l'a interprété, en fait. Ensuite, on voit que on vous présente Mario Draghi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est monsieur qui nous a sauvés de la crise des subprimes. Ouais, il n'y a pas eu de crise en Europe, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Et comment il nous a sauvés? En faisant marcher la planche à billets. La fameuse politique de l'easy money, l'inflation que vous connaissez, c'est monsieur Draghi. Il n'y a pas d'argent, on va en faire. Donc, l'ex-patron de la BCE, Mario Draghi, veut que l'Union européenne devienne un État. Voilà. On a vu aussi par sa capacité à nous sauver qu'il faut le suivre. Oui. Lors de la présentation d'un ouvrage ce mercredi 29 novembre, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, voilà, il était directeur parce qu'aujourd'hui c'est Lagarde, à l'époque c'était Mario Draghi, a estimé que l'Union européenne devrait s'unir afin de devenir un État, car il s'inquiète sur la phase difficile que l'Europe serait en train de traverser. Draghi sentirait la fin de l'Europe? Il a osé, l'Europe doit devenir un État, vient de déclarer Mario Draghi, selon le média Euractiv, spécialisé dans les affaires européennes. Celui à qui on doit la formule de « quoi qu'il en coûte », lancée pour la première fois le 26 juillet 2012 à Londres en pleine crise économique, avant de s'imposer chez les dirigeants européens pendant la pandémie de coronavirus, et connu pour son volontarisme sans faille sur l'euro. L'ancien président de la Banque Centrale Européenne BCE entre 2011 et 2019 s'est dit inquiet à propos de la phase difficile que l'Europe est en train de traverser. Espérons que les valeurs fondatrices qui nous ont réunis nous maintiendront ensemble. Les valeurs fondatrices. Aujourd'hui, le modèle de croissance est dissous et nous devons réinventer une façon de croître, mais pour cela, nous devons devenir un État, a ainsi estimé Mario Draghi lors de la présentation d'un livre à l'écrivain italien Aldo Cazzulo. Ce mercredi 29 novembre, selon l'économiste et ancien vice-président pour l'Europe de la banque d'investissement Goldman Sachs, le moment serait venu de s'unir afin de surmonter les difficultés liées à la fragmentation des réglementations européennes dans tous les secteurs qui ralentirait le fonctionnement de l'Union européenne, notamment pour répondre aux situations d'urgence. Un marché de l'UE trop petit. Évoquant le potentiel du marché de l'Union européenne, Mario Draghi l'a qualifié de trop petit. Donc c'est un marché trop petit, l'Union européenne. Estimant qu'il y a tellement de marchés que les petites entreprises qui naissent en Europe, que dès qu'elles grandissent, elles vendent ou vont aux États-Unis. Le moment serait donc venu pour Mario Draghi, bien que deux guerres soient en cours, l'Union européenne devrait se renforcer avec le temps, selon lui, d'autant plus que l'élargissement est déjà à l'ordre du jour, rajoute-t-il. Il dirait pas ça s'il pensait pas qu'il pourrait être suivi. Nous, l'Europe, dépensons 3 à 5 fois plus que la Russie, et nous sommes le deuxième plus grand investissement en matière de dépenses militaires après les États-Unis.
Il s'agit donc d'une question de meilleure coordination. Nous vivons un moment particulier où il faut revoir bon nombre des hypothèses sur lesquelles repose notre appartenance à un même groupe, a conclu celui qui a dirigé l'Italie pendant la pandémie de Covid-19. On se souvient du score de l'Italie pendant la Covid-19. Non, c'est pas un concours, mais... Il y en avait un autre qui disait un peuple... Vas-y, non. En plus, j'ai pensé ça. J'y pense depuis tout à l'heure et je me dis pas, moi je m'abstiens. Tu t'abstiens aussi. Je l'ai pas dit en langue de gâte. Moi, j'ai failli le dire en plus. Donc, on voit la survie publique française que, effectivement, comme Draghi l'annonçait, c'est effectivement à l'heure du sujet. Ils ont déjà fait l'article qui vous prépare en France. Donc, dès les élargissements de l'Union européenne, donc la plupart des gens, ils savent pas si ça va être 35 ou 37. La France, elle sait, ça va être 37. Et le voilà. Emmanuel Macron veut 37. Et on dit pas non à Emmanuel Macron. Donc, on va juste aller regarder les pays, on veut pas lire... Ils disent bonjour aux nouveaux venus. T'as vu? Le Royaume-Uni a été mis en prison. Derrière les barreaux. Derrière les barreaux. Non mais sans déconner, quoi. C'est vraiment idéologique, quoi. Donc voilà, voici. Donc, on va intégrer le Kosovo, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie. Je veux pas faire de stigmatisation, mais l'Albanie, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est bueno quand même. L'Adriatique, c'est joli. Ça fera plus de vacances pour les Européens. Voilà, et normalement, il parle aussi de la Géorgie, que je vous ai parlé précédemment. Donc maintenant, on va vous expliquer comment les eurodéputés et les pro-députés ou ministres des différents pays vont s'adresser à nous pour nous faire marteler que c'est une bonne chose. Donc, on va décrypter la novlangue mise en place pour nous faire accepter la modification du traité européen. Vous connaissez le but, maintenant vous allez découvrir la méthode. Maintenant on va travailler là-dessus. Donc, ce qui est très intéressant, c'est ça. Attends. Voilà. Les députés européens ont souligné que ces propositions ne visent pas à créer une Europe fédérale, mais à rendre l'UE plus efficace, plus démocratique, plus transparente et plus proche des citoyens. On y est encore, hein, tu vois. Donc, moi, je valide ma thèse. Hein. C'est la dictature de la transparence. Oui, c'est notre 12e live et on a un horrible schéma qui se dessine, mais très bien dessiné, les contours sont respectés, on a trouvé les termes qu'il faut. Donc voilà, donc c'est sur ces mots-là, plus de démocratie, plus de transparence, plus proche des citoyens. Plus d'Europe. Plus d'Europe. Ce n'est pas l'Europe fédérale. Mais c'est mieux. Donc, après avoir vu, gardez bien en tête ça. Maintenant, on va définir ce qu'est la novlangue. MZHER 1936. Tenez, on va parler un peu de novlangue parce que décidément ce pauvre Orwell ne mérite pas ça. Alors la novlangue, c'est un concept inventé par George Orwell dans son roman dystopique 1984. Je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est, vu que c'est une œuvre mondialement connue et réutilisée à tort et à travers. Le truc important à retenir, c'est que ça dépeint une société totalitaire, surveillance de masse, contrôle de l'État, etc. Et l'un des instruments de ce contrôle totalitaire, c'est la fameuse novlangue. Le principe est simple, réduire le plus possible le vocabulaire, puisqu'en réduisant le vocabulaire, on réduit le nombre de concepts qu'il est possible d'articuler par les mots, on réduit la pensée et donc on rend impossible toute critique de l'État et du statu quo puisque l'on n'a plus les outils conceptuels pour cette critique. On utilise donc un nombre de mots très restreint qu'on va combiner les uns avec les autres pour créer du sens au lieu d'un mot par concept.
L'exemple le plus frappant, c'est le mot de thought crime, crime pensé, qui peut qualifier toute forme de pensée et l'associer à la notion de crime. Du coup, comme c'est bien trop souvent le cas avec Orwell, on a réutilisé cette idée de novlangue n'importe comment, en criant à la novlangue dès qu'on invente un nouveau mot. Alors que la novlangue ne se résume pas à l'invention de mots, bien au contraire, le principe fondamental de la novlangue, c'est de réduire le nombre de mots, pas de l'augmenter. C'est là qu'est le totalitarisme. Au contraire, les gens qu'on accuse en général de novlangue sont ceux qui étendent notre vocabulaire, ajoutent de nouveaux concepts à la pensée, des concepts critiques, des mots qui permettent de mieux envisager le fonctionnement de la société, parfois des mots à grand potentiel subversif. Tout ce dont la novlangue imaginée par Orwell a peur, tout ce qu'elle essaye de supprimer de notre langage. Donc, avis aux personnes qui crient à la novlangue dès qu'elles sont confrontées à un mot et à un concept qu'elles ne connaissent pas, vous êtes en réalité bien plus proche de l'esprit de la novlangue que les personnes que vous accusez. Double plus bon. Double plus. Je tiens à préciser quand même que il y a différentes formes de dictature qu'on a connues maintenant au cours de notre dernier siècle bien chargé. Il y avait celui où justement on empêchait les gens de parler, donc ils n'avaient pas le droit à la parole. Et il y a une autre forme que aujourd'hui on connaît très bien, c'est celle où on est noyé dans la masse. Il y a tellement de paroles en même temps, de mots différents, d'appréciations, qu'il n'y a plus recoupement en fait des idées. La novlangue décrite par Orwell lui vient de l'idée quand il était responsable de journalisme, quand il était encore dans l'armée des Indes, si je me souviens bien, par restriction. Mais la manipulation de la pensée de la masse passe aussi par l'expansion. L'exemple le plus parlant actuellement, c'est la théorie du genre, où pendant les derniers 20 ans, on a multiplié le nombre de genres qui étaient proposés aux gens. Au lieu d'hommes et femmes, on est passé à 3 genres différents, 4, 5, 26, au-delà. Et pour revenir, donc, du coup, on a, du coup, Laurence Boone, qui est bien évidemment en partie En Marche, hein, et elle va nous expliquer en quoi c'est bien l'Union européenne, et on va voir la mise en application de ce qu'on a vu par la pensée. on va voir tous ces langages, on va voir un exemple, voilà, c'est comme ça qu'il faut décrypter la novlangue. C'est un tuto, comment décrypter. Oui, vas-y. Communauté politique européenne, et je conclurai en parlant plus encore d'Europe. Depuis l'agression d'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a su montrer sa force à travers son unité. L'Union européenne est sortie de sa condition de minorité géopolitique. Elle prend en main son destin. Le renforcement de nos industries, de nos capacités de défense, le combat contre l'autoritarisme, la construction d'une communauté politique européenne, la réglementation de l'espace numérique. Tout cela forme un tout cohérent. C'est l'affirmation d'une Europe souveraine qui défend tête haute ses intérêts et ses principes, c'est-à-dire la démocratie et l'état de droit. Et je conclurai en parlant plus... L'Europe a une langue, finalement. L'Union européenne a trouvé sa langue, la langue de bois. Via la dictature de la transparence. On est d'accord, c'est un bon exemple de novlangue. Quand j'ai vu ça, je suis sauté de ma chaise. La liberté, c'est l'esclavage. Plus de liberté. Du coup, t'as ta vagabonde qui dit le nouveau drapeau européen, une pochette plastique vide et transparente. C'est à soumettre. Faudrait établir une commission qui sera payée 70 000 € par mois et elle établira si c'est une bonne ou une mauvaise idée. J'ai mal à la tête. On a dit qu'on irait mollo ce soir. Non, mais c'est un sujet assez intéressant parce que je pense qu'il est important qu'on introduise cette question. Je suis désolé, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un coup d'État. On est sur un coup d'État européen. Et le problème, c'est que c'est en train de passer crème. Il n'y a aucun média qui en a parlé. Les gens s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire ils sont en train de manigancer une saloperie comme ça dans le dos de tous les peuples. Ça concerne tous les Européens. J'ai entendu ça dans des médias qu'il y avait dans l'Europe de l'Est, voire le Visegrad Post peut-être.
Mais oui, globalement, on tait le sujet, d'autant plus qu'il est important. Et on file droit dans le mur. Ça va passer crème. Mais justement, je pense qu'il était important aussi de clarifier les gens. J'espère que, pour une fois, le bon sens l'emportera au barrage, si tu vois ce que je veux dire. Que bon, les castors juniors vont pas sortir les haies, quoi. Enfin, les barrages. Ouais, le bon sens pour l'emporter si les gens étaient informés. Et si les gens sont pas informés, comment ils pourraient... Justement, tu vois, je pense que le travail, justement, sur ce sujet, il est de conscientiser un petit peu les gens, de voir le danger. À force de vouloir continuer dans la continuité en pensant que notre agresseur, c'est notre sauveur, réfléchissez. On va me foutre en prison, là. Je pense qu'on va me foutre en pâle, ce que je suis en train de dire. Criminel par la pensée. Mais je pense qu'on a compris ce que je voulais dire, quoi. Vagabond qui dit « Je me demande toujours comment ils peuvent dire qu'ils construisent une Europe souveraine quand les peuples qui la constituent ne le sont pas, ne le sont plus. » C'est justement ça qui est énervant. Bah parce que justement, pour répondre à ta question, Vagabond, il suffit de regarder la représentation du peuple dans les médias. Quand je dis le peuple, c'est monsieur et madame Michu, c'est monsieur et madame tout le monde. Je crois que ça représente... Il y a quelques années, il y avait eu un sondage où vous avez dit qu'on était passé de 30% à genre, tu vois, 10%. Les gens disaient c'est catastrophique, c'est catastrophique. Je me rappelle d'un sondage comme ça il y a quelques années. Je dirais même que j'étais adolescent quand j'ai entendu parler de ça. Donc c'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps. Et franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de sondage, mais je suis persuadé, si tu regardes, en regardant les médias, moi, à vue d'œil, ce serait quoi? Moins d'1%. Parce que même les citoyens qui te sélectionnent, justement, qui te sélectionnent sont sélectionnés. Donc, en fait, c'est compliqué pour la population de réagir. Étant donné qu'elle est invisibilisée. C'est pour ça, pour eux, le peuple est une masse informe, qui n'a pas d'avis, ou l'avis qu'on leur donne. Tu vois, tu laisserais la parole un peu plus aux gens. Autre que sur un sujet dramatique où ils jouent sur l'effet de choc et tu sais qu'ils vont parler que de ça, qu'ils vont pas parler d'autre chose. Tu vois, ça pourrait, mais ça serait déplacé, ça serait vu, tu vois. Au lendemain, tu vois, par exemple, du meurtre de Thomas, par exemple, si tu donnais le micro et que le type, tu sais que le mec, il va parler que du sujet de Thomas. Il va pas te parler de la déconstruction de l'Union européenne ou de ce genre de choses. Déjà, ça serait malvenu, donc il se risque pas. Ouais. On l'accuserait de récupération. Déjà d'une, et puis même quand, enfin bref. Ouais. Même quand il y a pas de récupération, il t'accuse quand même de récupération. Ça c'est autre chose. Mais il t'accuserait de récupération, et puis parce qu'il y a l'effet de choc. Parce que la personne que tu vas interviewer, c'est parce que tu as quelque chose à vendre. Et que tu vois que la personne, elle a envie de témoigner. Elle veut témoigner sur ce sujet, donc elle déviera pas de ce sujet. Donc ils ont une double assurance. Donc voilà pourquoi... C'est comme l'arnaque des... c'est ça, sur YouTube, l'arnaque des chaînes qui font des micro-trottoirs. Ils font le découpage, ils sélectionnent déjà les personnes qui veulent dans les quartiers qui les arrangent. L'instant, Vagabond a rajouté. Le bon sens pourrait l'emporter s'il existait encore aujourd'hui. Quand je vois que je dois parfois expliquer des évidences à mes collègues, je me dis que c'est trop tard pour faire confiance au bon sens. Moi, je pense que le bon sens n'est pas totalement parti. Je rappelle que les cours de logique avant étaient dispensés en France et qu'actuellement... Non, il y a 10 ans, il ne restait plus qu'un seul professeur de logique en France. Par contre, on a culture générale. Voilà. Diviser pour mieux régner sur la question de monsieur, madame, tout le monde. Ouais, il y a aussi un peu de ça, Vagabond. Il y a un petit peu de ça aussi. Monsieur et madame. Ah, donc opposition homme et femme, donc la guerre des sexes. Voilà. On est déjà divisé. Attention, Vagabond, tu risques d'avoir des problèmes. C'est pas très européen de mettre homme et femme. On parle de genre désormais. La question de... P. Et juste pour les cinéphiles, allez voir 1984, c'est un film qui a à peine vieilli, mais qui est vraiment super.
Et pour les fans de musique, c'est avec Eurythmics qui a été à la bande son. Parce que finalement, tu vois, les Français... Défense démocratie face aux multiples menaces. Parce que finalement, quand tu réfléchis, je sais que les médias ont joué sur le Covid avec Orwell, justement. Peut-être que tout ça, c'était volontaire, parce que justement, le vrai projet, c'était ça. Ce projet est le vrai, enfin, est vraiment orwellien, Ce quoi. projet avance à chaque fois dès qu'il y a une crise. Quand il y avait la crise des subprimes, on avance. Quand il y avait la crise du Covid, on avance aussi. En fait, ils attendent juste qu'il y ait un truc qui flanche pour poser un pion en plus. Et là, ils pensent qu'ils ont déjà suffisamment de pions pour prendre le roi. Vagabond qui dit un bon exemple, il y a 50 ans, dans le manuel d'une auto, on nous disait comment la réparer. Aujourd'hui, on nous dit de ne pas boire l'huile moteur. Adieu au bon sens. Magnifique. Oui, mais ça, c'est parce qu'on est devenus des Américains. Ça, c'est la méthode américaine pour être paré juridiquement, mais pas avancer logiquement. C'est ça. Ah, c'est un peu comme ce que j'appelle, moi, le droit des assurances. Le principe, tu vois, t'as le code de la route, celui qu'on t'apprend quand tu passes ton permis de conduire, ce qui semble logique. Et puis t'as le code des assurances de voiture. Qui est un code parallèle. C'est un code parallèle. Par exemple, on t'apprend l'auto-école de prendre les ronds-points, donc de prendre la file de droite si tu prends les 2 premières sorties, et de prendre la file de gauche si tu prends les 2 dernières sorties sur un rond-point. Ouais. Mais, dans une auto-école, si tu te décales et que tu es sur le bon chemin, tu es fautif. Si tu dois aller sur la file de gauche et qu'il y a quelqu'un qui est sur la droite et qui continue son tour de rond-point, tu es fautif. C'est pas du 50-50, tu es à 100% fautif. Donc, bah, moi, désolé, je vais me faire détester, je fais partie de ces connards qui prennent la file de droite, peu importe où ils vont. Je suis la loi des assurances. Ça semble vécu, ça, justement, j'allais dire, mais tu viens de dire que tu le faisais, en fait. La France, le pays des ronds-points, ouais, c'est normal. Ah, en fait, il suffit d'avoir le coup une fois. Parce que tu es déjà tout le temps... Oui. Non, il suffit d'être sur la file de gauche et de te déporter pendant un accident pour comprendre qu'en fait, il y a le code de la route et le code des assurances. Et les assurances, donc, imposent leur propre code. Parce que on peut se faire blesser, d'accord, mais si on ne peut pas être remboursé par l'assurance, c'est pire. Automode. Vagabonde, encore harcelé. Oui, mais c'est un cercle vicieux, les gens s'abrutissent, donc il nous prend pour des abrutis, donc on s'abrutit, etc. Vilain mot. Vilain mot, allez, on t'autorise, vagabonde. L'autobot, il est vraiment méchant avec toi. Franchement... Tu le fais exprès ou quoi? Pas de ban avant la fin de la première vidéo, et... C'est ton sport, ça, maintenant. Le premier... Non, c'est pas un ban, c'est... Un mini. Un commentaire retenu, voilà. Un commentaire warning. Premier ban de la soirée, Paris réussi. Bon, en tout cas, tu feras mieux. On compte sur toi, vagabonde. Et encore toute la soirée. Mais voilà, cette vidéo, en fait, cette première partie, renvoie à une vidéo qu'on a déjà traitée sur l'Europe fédérale, comment ça a avancé. L'actualité nous a encore une fois rattrapé, mais on continuera encore. De toute façon, je pense que les sujets qu'on traite auront une évolution, oui. Peu importe. C'est pour ça, c'est pas qu'on tourne en rond, c'est que... Les sujets sont vivants. Et ils s'enlisent entre eux, donc voilà. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, on vous renvoie l'Europe fédérale sur notre chaîne YouTube. Une vidéo qui a été correcte. Et on va faire une courte pause maintenant. Un petit instant avant, j'invite aussi tous les gens pour la VOD, qui verraient cette vidéo. N'hésitez, si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents liens qui se trouvent ici en haut. Que ce soit Twitch, YouTube ou X. Et en tout cas, voilà, effectivement, on va en terminer là sur le sujet.
Et on va faire la courte pause, comme tu l'as annoncé. Et pour Twitch, n'hésitez pas à venir les mercredis à 19h, parce que l'ambiance est bonne. Et en live, c'est toujours mieux. Vous aurez droit aux accidents du direct.